Mademoiselle, Monsieur, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie d'être fidèle à nos productions. La Belgique vit dans une disparité culturelle, sur une opposition entre wallons, francophones et flamands. Au cours de cet été, l'hebdomadaire Le Wist Express a proposé la réflexion d'un francophone insoumis. Nous allons voir ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un francophone insoumis ? Le francophone insoumis, je l'ai sous la main, en la personne du professeur Pascal de Sutter. Vous êtes spécialiste en psychologie politique et vous enseignez dans diverses universités en Belgique et en France. J'ai invité le professeur Marc Huilmet, vous êtes professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, prix Francky 1986, membre de l'Académie royale de l'orgue et de littérature française de Belgique, auteur d'une très fameuse grammaire critique du français. Et vous connaissez bien les problèmes liés, bien entendu, à la culture française dans notre pays. Pourquoi, Pascal de Sutter, vous appelez vous-même un francophone insoumis? Parce que on pourrait dire que tous les francophones sont un peu insoumis dans notre pays, ou bien estimez-vous qu'ils sont tous soumis? Non, au contraire, j'estime que la plupart des francophones sont soumis au diktat des nationalistes flamands. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a enfin obtenu un gouvernement, la plupart des francophones ont applaudi à ces résultats, qui pour moi, selon mes critères, étaient vraiment une soumission aux volontés flamandes. La majorité des demandes flamandes ont été acceptées, et les quelques demandes francophones, comme par exemple de rendre Kranem ou Linkebeek ou d'autres, ou Rood-Saint-Genès faisant partie de Bruxelles, ont été complètement refusées. C'est-à-dire qu'on a accepté la scission BHV en ayant vraiment très peu de choses en compensation. Et moi, excusez-moi de vous interrompre, dans l'histoire de la Belgique, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Est-ce que les francophones, parce qu'ils se sentent plus forts culturellement, n'ont pas l'idée de dire on va abandonner politiquement un certain nombre de choses, nous sommes quand même les plus forts culturellement parlant? Je ne pense pas que les francophones ont la sensation d'être plus forts. La différence fondamentale, c'est que les flamands ont des revendications, alors que les francophones cherchent un statu quo. Et dans une négociation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une négociation diplomatique, militaire, si une partie a des ambitions, veut quelque chose, et que l'autre partie veut simplement conserver le statu quo, cette partie-là perd toujours. Et le problème des francophones soumis, c'est qu'ils sont prêts à se soumettre pour conserver cet État belge. Et personnellement, je ne suis pas prêt à vivre toutes les humiliations et à subir toutes les concessions pour sauver un État qui d'ailleurs est en grande partie déjà dominé par la Flandre politiquement et économiquement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'il y a une seule voix qui se fait entendre du côté flamand, et nous savons que le Parlement flamand a même disposé une constitution flamande, ou une forme de constitution flamande, alors que les francophones apparaissent beaucoup plus divisés sur cette question, selon leur appartenance politique, selon aussi le sentiment de l'importance que présentent pour eux ces questions culturelles. C'est effectivement une réalité, c'est que le discours nationaliste flamand a vraiment contaminé l'ensemble des partis flamands. Le discours qui était celui du Vlaams Blok il y a 15 ans, 20 ans, est devenu aujourd'hui pratiquement le discours de l'ensemble des partis flamands. Alors que du côté francophone, il y a une difficulté à se positionner. La plupart essayent toujours de ménager la chèvre le chou, de faire, en disant peut-être que si on fait de nouvelles concessions, ça ira finalement, il faut lâcher du lest. Et on lâche tellement de lest qu'à la fin, comme selon l'expression, on met tellement d'eau dans son vin qu'il n'y a plus que de l'eau, il n'y a plus grand-chose comme vin. Alors lâcher du lest, on connaît le propos notamment, parmi d'autres, de Feu Guy Spitals qui disait si on lâche, c'est fini, on va tout lâcher. Marc Huilmet, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, écoutez, je vous dirais que francophone, wallon, insoumis, bien sûr, on pourrait dire c'est presque un oxymore, mais donc une contradiction. Moi, je crois que les francophones, les wallons, sont plutôt naïfs et qu'ils sont victimes en quelque sorte de l'histoire. Vous savez comme moi que la Belgique est une création de la Wallonie. L'idée belge est une création de la Wallonie. Et la Wallonie, pendant des décennies, a joué franchement le jeu de la Belgique. Et les Wallons ne se sont pas encore
habitués. Remis de cette affaire. Exactement, exactement. Et ils sont toujours dans cette logique de l'histoire. Tandis que les Flamands, les petits vicaires flamands au début, etc., ont des revendications nationalistes, tout au moins culturelles, linguistiques, qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait légitimes. Et ils ne se sont pas rendus compte, et ils ne veulent pas se rendre compte, que finalement tous les objectifs, ils les ont atteints. Et le dernier objectif, vous venez d'en parler, c'est ce qu'il faut bien appeler une capitulation en rase campagne des négociateurs francophones qui ont donné tout et qui ont perdu tous leurs atouts. En fait, de véritables négociateurs, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas suivis par leur population. La vraie négociation aurait été de dire aux Flamands, écoutez, vous voulez partir, eh bien partez. Et l'on aurait vu à ce moment-là que les Flamands ne veulent pas partir. Un de mes amis, un grand ami, et qui est un grand patron flamand, m'a toujours dit, nous vivons dans un pays curieux. Les Wallons auraient intérêt à partir, ils ne le veulent pas. Et les Flamands disent qu'ils veulent partir et ce n'est pas leur intérêt. Mais ils commencent à savoir que ce n'est pas leur intérêt. Et en fait, les Wallons, les francophones, n'auraient rien risqué à jouer ce coup de poker. Au contraire, ils ont tout sacrifié, ils n'ont plus rien à donner, mais qu'ils se rassurent si c'est vraiment leur objectif. Moi, je ne crois plus à la disparition de la Belgique à partir du moment où les Flamands n'y ont plus intérêt. Ce même ami flamand m'a dit, nous, la Belgique, elle peut rester à l'État. On est assez riche même pour payer pour la Wallonie. Pour nous, c'est une espèce de bantoustan et il est très agréable d'y vivre. J'y ai même acheté une maison, dit-il, ce qui est la vérité. Mais au fond, oui, je vous en prie. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot soumis. Je pense que l'avenir, c'est la conservation de la Belgique. Je suis d'accord avec vous. Une Belgique dominée par la Flandre, une Belgique flamande. Et je pense que les francophones, s'ils veulent, la majorité d'entre eux le veulent, sauver la Belgique, eh bien, ils doivent se soumettre gentiment à dire on va vivre un peu à la flamande, on va avoir une domination économique, une domination politique. Même la plupart des ambassadeurs qui représentent l'État fédéral sont des gens qui s'expriment en néerlandais. Eh bien, simplement, je pense qu'il faut à ce moment-là tout doucement accepter cette soumission, dire voilà, nous vivons dans une Belgique où, oui, certes, on peut encore parler français à Liège ou à Namur, mais pour tout ce qui est des choses importantes, sérieuses, ou tous les postes économiquement intéressants, ils sont réservés aux Flamands, et c'est clair. Et je pense que si les francophones souhaitent ça, mais ils vont exactement dans la bonne direction pour ça. Mais il y a le problème de Bruxelles quand même. Bruxelles qui est une ville francophone à 95% de sa population autochtone. Je sais bien qu'il y a des diplomates étrangers, des fonctionnaires des communautés européennes, mais Bruxelles, c'est quand même une très 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 large majorité francophone. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette ville-là ? La preuve, c'est que dans n'importe quelle municipalité bruxelloise, même s'il y a 85% de francophones, 50% des postes sont réservés à des gens d'origine flamande. Il ne s'agit même pas de parler flamand, parce qu'un francophone qui parle flamand ne peut pas avoir un poste dans certaines communes. Il doit absolument être d'origine flamande, avoir un diplôme flamand. Un vote d'un flamand à Bruxelles vaut plus qu'un vote d'un francophone. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça dans la capitale de l'Europe démocratique qu'un tel système persiste. Donc je pense que les francophones bruxellois ont déjà cette attitude de soumission en disant ben oui, on doit tolérer qu'effectivement les règles démocratiques soient un peu différentes pour un flamand, pour un francophone à Bruxelles. On doit tolérer que la plupart des fonctions importantes à Bruxelles sont réservées à des gens même qui n'habitent pas Bruxelles, qui viennent de Flandre pour occuper ces fonctions-là. Eh bien je pense qu'il y a déjà une espèce d'habituation à cette soumission. C'est un effet psychologique, je suis psychologue et donc je connais ça bien, à se dire ben on est un petit peu comme ça. On peut même appeler ça aussi un peu une mentalité d'esclave, de dire voilà, le maître est plus fort, lui il veut des choses, et nous on doit, si on veut sauver la situation, se soumettre. Alors vous dites il faut en rester là, on va faire comme ça, on va accepter cette situation. Ou bien faut-il faire autre chose, Marc Wilmer ? Non. Je disais, la sauce qui fait passer le merlan maintenant, c'est, à Bruxelles je veux dire, c'est le multiculturalisme. Donc, revendiquer en quelque sorte sa fierté, son appartenance à une culture, c'est mal vu aujourd'hui. Et curieusement, de la part des plus jeunes. Alors c'est le tout à l'anglais, ça c'est
C'est le Solution combat. de facilité, pourrait-on Solution de dire. facilité. Je reviens de Montréal et j'ai été frappé d'une différence, mais criante. Montréal est une ville bilingue, mais dans un océan anglais. Les apparences extérieures de Montréal sont celles d'une ville française. Il y a des lois, nous savons qu'il y a des lois qui imposent l'affichage en français à Montréal. Exactement. Mais voyez la différence avec Bruxelles. Voilà une ville à 85 ou à 90% francophone. Et le visage de Bruxelles, ce n'est pas un visage français. Les annonces qu'on vous fait dans les métros, dans les trains, une fois que vous êtes à Bruxelles, sont des annonces bilingues ou trilingues. Donc, le visage de Bruxelles a été dénaturé. Conséquence, les Bruxellois qui voudraient revendiquer un petit peu leur appartenance à une culture française, qui est la leur, se sentent un peu gênés et se voient accusés d'extrémisme, de nationalisme, ce qui est quand même le comble. Il y a une grande différence. J'ai vécu moi-même au Québec pendant 12 ans. Et la différence fondamentale, c'est que les Québécois francophones sont fiers d'être francophones. Alors que paradoxalement, les francophones, que ce soit les Wallons ou les Bruxellois, ont pratiquement honte d'être francophones. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont intégré des croyances créées par les Flamingants. Par exemple, il y a des francophones qui disent eux-mêmes, oui, pendant la guerre, les pauvres soldats flamands ont été massacrés parce qu'ils ne comprenaient pas les ordres, ce qui est un mythe. Mais les francophones eux-mêmes croient ça. Je connais beaucoup de francophones qui disent, oui, c'est vrai qu'on est un peu fainéant, on ne travaille pas tellement, alors que les statistiques montrent qu'il y a moins de jours de grève en Wallonie qu'en Flandre, qu'il y a moins d'absence au travail en Wallonie. Mais les Wallons eux-mêmes ont intégré les concepts psychologiques parfois méprisants que les Flamands ont d'eux. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Quand un peuple lui-même dit « oui, nous sommes un peu plus fainéants, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de profiteurs en Wallonie », si eux-mêmes le disent, pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Est-ce un manque de confiance en soi? Parce qu'on parlait tout à l'heure du Québec, je connais aussi un petit peu le Québec. Ce qui est marquant au Québec, c'est le nationalisme francophone. Moi, parfois, il me choque, les Québécois, parce que je retrouve dans leur propos, dans leur langage, des tendances nationalistes que j'observe en Flandre. Est-ce que nous ne sommes pas assez courageux, nous, Bruxellois et Wallons, pour dire, ben, voilà ce que nous sommes, voilà notre culture, elle mérite d'être reconnue, nous méritons autant de droits dans le pays qu'est la Belgique aujourd'hui que nos compatriotes flamands. C'est un peuple à qui on n'a plus donné sa fierté. On ne lui a pas appris son histoire, qui est l'histoire d'un grand peuple. Donc, les gens sont découragés, comme vous le disiez, ils intègrent la vision de l'extérieur qu'on leur donne. Par exemple, leur prétendue incapacité linguistique à étudier le néerlandais. Et l'on voit que les écoles à Bruxelles, par exemple, les écoles flamandes, se peuplent de petits francophones. Mais, au fond, c'est en partie une duperie. C'est très bien, ce n'est pas de la part d'un linguiste que vous pouvez attendre une critique vis-à-vis des langues, ni aucune politique de destruction des langues. Mais c'est une duperie. Parce que la langue qu'on leur apprend, c'est le néerlandais. Mais la langue parlée en Flandre, ce sont toute une série de patois, avec certes une intercompréhension, mais tant que vous ne maîtrisez pas ce patois, vous serez toujours considéré en Flandre comme un étranger. C'est quelque chose que j'ai vécu dans une université où j'ai travaillé, qui était la VUB, où, en section de philologie romane, nous accueillions des étudiants d'origine francophone qui ont fait tout leur cursus en néerlandais et qui se retrouvent avec des atouts particuliers, évidemment, en philologie romane. Eh bien, les étudiants flamands de la VUB les appelaient de Fransen, les Français. Donc, ils n'étaient pas complètement intégrés à la culture flamande. Alors, c'est une incapacité des Wallons. Écoutez, c'est vite dit, hein, ils sont capables, ils l'ont prouvé dans toutes sortes de domaines de leur capacité. Je vous dis, il faudrait redonner au peuple wallon sa fierté, et pour redonner sa fierté, il faut leur apprendre éventuellement à moins considérer les autres. Mais la connaissance de la langue néerlandaise ne suffit pas dans beaucoup d'occasions, vous l'avez dit vous-même, il faut être ethniquement flamand. On va nommer un fonctionnaire à la ville de Bruxelles ou à la province du Brabant, etc. Il faut être Vlaams wollend.
Tout à fait. ethniquement flamand. La connaissance de la langue ne suffit pas. Et là, Marc Hunemet, j'ai fait souvent l'expérience dans la vie réelle, moi qui ai, comme vous, appris le néerlandais à l'école et qui comprend fort bien les émissions à la VRT, etc. Je ne comprends pas ce que mes compatriotes d'Anvers, de Gand, d'Asselt disent lorsqu'ils parlent entre eux. C'était la plus belle preuve, c'est que ces émissions flamandes, quand elles passent en Hollande, sont très souvent sous-titrées. Et d'ailleurs, ce qui est un peu décourageant, c'est même pour les francophones qui ont fait l'effort, parce que c'est que demandent souvent les Flamands, c'est fait un effort de parler correctement le néerlandais quand on va en Hollande. Malheureusement, on nous répond souvent en anglais, parce qu'ils ne comprennent pas toujours la manière dont on s'exprime. Et ce qui est assez malheureux, je pense, c'est que du côté francophone, il n'y a pas une véritable ambition. Finalement, je respecte l'ambition flamande. Les Flamands estiment, à tort ou à raison, c'est un autre débat. Et c'est une question vraiment de mémoire collective. Et d'ailleurs, un de mes collègues, Olivier Luminet, a écrit un livre, Un état de mémoire collective, où il montre très bien. Les Flamands ont intégré une forme d'injustice qu'ils estiment avoir vécue. Et c'est vrai, peut-être que le paysan flamand a été méprisé par l'aristocrate flamand francophone. Comme d'ailleurs le paysan wallon, on a éradiqué sa langue, a été méprisé aussi. Méprisé par l'aristocrate wallon francophone. Exactement. En fait, le wallon, lui, était éradiqué, tandis que le flamand a réussi à trouver, en tout cas, sa place. Et eux, ils ont une ambition claire, qui est respectable. C'est qu'ils souhaitent que leur langue domine l'ensemble du pays et soit reconnue largement. Ils souhaitent avoir le maximum d'avantages de ce pays qui est la Belgique. Et c'est respectable, finalement, cette ambition. Ce que je trouve remarquablement dommage, c'est que les francophones, de leur côté, n'ont pas d'ambition. Il n'y a pas d'homme politique francophone qui soutient un projet clair en disant, voilà, que ça soit on veut, nous, de notre côté, pourquoi pas une Wallonie indépendante et un Bruxelles indépendant, ou bien on a des revendications claires, on veut que Bruxelles s'élargisse, on veut que la Wallonie ait certains droits, on voudrait que, au niveau des diplomates, ça soit réparti de manière juste. Il n'y a pas ce genre de revendication du côté francophone, et tant qu'il n'y a pas cette revendication, on sera toujours perdant. Au niveau militaire aussi, le colonel Jonard est intervenu l'année passée de façon assez forte pour un militaire, pour demander une sorte d'égalité. Je voudrais, si vous me permettez, à la défense des hommes politiques, cette clairvoyance qui leur manque, et qu'ils ont peut-être in petto, mais tant qu'ils n'osent pas faire état, ils l'acquièrent curieusement au moment où ils sont à la retraite. Alors, tout d'un coup, le discours... Vous pensez à Guy Spitals? Je pense à Guy Spitals, évidemment, dont la dernière interview était d'une intelligence remarquable. L'homme était intelligent, mais c'est une intelligence dont il n'a pas fait preuve lorsqu'ils étaient aux affaires. Alors... je suis d'accord avec vous, effectivement, en privé, plusieurs hommes politiques de premier plan francophones ont conscience et tiennent le même discours que je tiens aujourd'hui, mais ce qu'ils disent, c'est que l'électorat ne va pas suivre. Et ça, je trouve ça dommage, parce que pour moi, un homme politique qui a une vision, il précède l'électorat. Charles de Gaulle n'a pas attendu de savoir faire une enquête auprès des Français pour voir si les Allemands allaient perdre ou gagner. Il a fait un choix. Et j'espère qu'un jour, un homme politique francophone de premier plan ose franchir le Rubicon et faire ce choix. Et dire, je suis aussi un francophone insoumis, et maintenant ça suffit, je n'accepterai plus continuellement ces concessions qui n'en finissent plus. On l'attend. Il y a une belle occasion manquée. Dernièrement, on a donné aux Flamands ce qu'ils revendiquaient à propos de la circonscription Bruxelles-Halle-Vilvoorde. On aurait pu leur demander en échange de rendre bilingues et d'inclure dans la région bruxelloise les fameuses communes à facilité où il y a aussi des minorités flamandes et des majorités francophones. Parce que ces communes sont peuplées de 60, 70, 80% de francophones. Pourquoi ne pas faire cet échange? Si on avait traité dans la périphérie bruxelloise les francophones, souvent majoritaires, comme sont traités à Bruxelles les flamands, toujours minoritaires, il n'y aurait aucun problème. Maintenant, encore une fois, je crois que les Flamands, il ne faut pas noircir la situation. Ils sont prisonniers aussi de leur histoire. Et il est très intéressant de voir les progressions historiques. Nous les connaissons. Il y a eu, par exemple, la flamandisation de l'université de Gand, et puis la flamandisation de l'université de Louvain. Qui a encore laissé des traces auprès de nos collègues. Nos collègues d'un certain âge, oui. Il y a eu ce qui était probablement, mais les Wallons naïfs et gentils, n'oubliez jamais ça, et peut-être conscients d'avoir commis certains actes négatifs à l'égard de leurs compatriotes flamands, ont voulu compenser sans voir où ça les a emmenés. C'était le refus du recensement linguistique, par exemple.
préalable à la fixation de frontières linguistiques. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on fixe des frontières linguistiques sans recension préalable des gens qui parlent? Avec un délit commis par 300 bourgmestres flamands qui Voilà. avaient Et nous avions interdit qu'on nos fasse le vieux recensement. maîtres, dont on pourrait saluer la mémoire, des gens comme Pierre Ruel ou Maurice Leroy de l'Université de Bruxelles, ont protesté, ont protesté contre cette absence de volet linguistique, de recension, et ils n'ont pas voulu rendre les documents, et ils ont été condamnés parce que c'était eux qui étaient devenus les inciviques. Mais ils voyaient clair. Et alors, la dernière étape, c'est, encore une fois, je suis linguiste, et c'est très intéressant de voir l'importance de la langue. C'est le nom de Flandre. Au départ, Flandre, ce sont 2 provinces. Et puis, on a commencé par établir une frontière purement linguistique, et aujourd'hui, la Flandre, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette frontière linguistique. Et on vous dit, vous êtes en Flandre, vous devez vous soumettre aux lois de la Flandre. La plupart des francophones qui sont allés s'établir dans la périphérie, dans les bords en Flandre, ils étaient d'abord en Belgique. Ils y croyaient encore, ils y croient encore, donc ils y croyaient à plus forte raison. Et puis ils allaient en Brabant. Ils savaient bien qu'il y avait un Brabant wallon, un Brabant flamand, mais c'était le Brabant. Oui, et dès les années 60, ces fameuses 6 communes étaient déjà très largement francophones. Ah oui, évidemment. Très très largement francophones. C'est vrai qu'il y a une immense naïveté, je pense, des francophones. C'est pas un manque d'intelligence, mais il y a un côté émotif qui joue très fort dans les décisions. C'est le psychologue qui parle, qui fait que c'est pas rationnel, c'est émotionnel. Et je crois que les francophones ont encore cette nostalgie de la Belgique de papa, que finalement c'est un bon pays sympathique, on a un appartement à la mer, on s'entend bien avec des Flamands, et on connaît tous des Flamands bien sympathiques. Et moi-même, personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de collègues flamands, au contraire, on s'entend très bien. Et sur cette ambiance émotive sympathique, les francophones disent bah, je comprends, ils ont des revendications, bah, on va les laisser faire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est une forme de naïveté, je dirais, sur le plan émotif. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, ils ne réalisent pas. Je crois qu'intellectuellement, les gens ont conscience de certaines choses. Ils n'ont peut-être pas conscience à quel point la Wallonie ne peut pas se développer à cause de l'État fédéral. Et c'est ça le paradoxe, c'est ceux qui défendent la Belgique sont ceux qui en subissent. Un exemple très clair, c'est l'aéroport de Liège. Il ne peut pas avoir de ligne internationale parce que c'est une décision fédérale qui est bloquée par les Flamands qui veulent tout maintenir à Zaventem. Et je pourrais multiplier les exemples où la Wallonie économiquement ne peut pas se développer parce que des décideurs politiques et économiques flamands l'empêchent. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on peut le dire qu'économiquement parlant et politiquement parlant, la Flandre a intérêt à garder la Belgique et à continuer à la dominer. Ouais. Tandis que paradoxalement, les francophones auraient intérêt à être dans un État où ils auraient le pouvoir ou davantage de pouvoir politique et économique. C'est assez extraordinaire. Bien à se réunir à la France. C'est une autre option qui sentimentalement ne me déplairait pas du tout et qui peut-être politiquement ou économiquement serait la seule viable. Mais puisque vous parlez de la France, un homme politique clairvoyant comme De Gaulle avait écrit dans ses mémoires de guerre, où tout le monde peut aller le lire, que le drame de la Wallonie, écoutez bien ça, il a écrit ça à la fin des années 50, le drame de la Wallonie, c'est que son sort dépendra et dépendra de plus en plus d'une majorité qui ne lui veut pas du bien. Alors, si De Gaulle, c'est pas n'importe qui, vous me direz, avec cette clairvoyance, pourquoi n'a-t-on pas eu d'hommes politiques ayant cette clairvoyance? On en a eu quelques-uns. Mais vous avez raison, il n'avait pas un soutien populaire, comme le soutien populaire dont vous parliez au Québec, comme le soutien populaire flamand, parce qu'une autre antienne qu'on nous resserre continuellement, c'est les politiciens flamands ne représentent pas la majorité des Flamands. C'est fou, évidemment. Ça, c'est un mythe extraordinaire qui me révolte toujours, parce que, dans les faits, n'importe quel francophone peut observer que chaque fois qu'un homme politique flamand tente d'être plus modéré, il perd. Il perd les élections systématiquement. Et dès qu'il y a un homme politique qui est un petit peu plus flamingant, on a eu Yves Le Terme, par exemple. Chris Peters. Eh bien, il remportait les élections. Et si, dans sa décision politique, il n'était pas assez anti-francophone, il perdait les élections suivantes, et un autre encore plus extrémiste apparaissait comme Bart de Wever. Donc, chaque fois qu'un homme politique flamand tente d'être modéré, il perd les élections. Donc c'est bien le peuple flamand, ce ne sont pas les hommes politiques, c'est bien le peuple flamand qui souhaite encore et toujours
davantage flamandiser la Belgique et avoir toujours plus d'avancées au niveau linguistique et communautaire. Ce ne sont pas les hommes politiques qui créent ça, ils suivent le mouvement. Ah oui. Un mouvement de fond qui est important. Ma dernière question, Pascal de Sutter. Vous êtes un francophone insoumis, dites-vous, dans le Vice-l'Express. Mais il me semble que vous êtes un francophone qui se soumet. Non? Quelque part, oui, parce que à plusieurs égards... Puisque vous acceptez tout ce qui se passe au nom du sauvetage de la Belgique, les francophones acceptent tout, il vous semblait dire, c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution. Non, je pense qu'il y a des solutions, effectivement. Il y a des solutions, ça serait d'avoir un véritable plan B. Quand on va à une table de négociation, c'est de pouvoir dire vraiment, oui, on pense que la Wallonie autonome est vivable. Et les Wallons en ont peur, et moi je n'ai pas peur. Je pense qu'on a vu l'exemple de la Tchécoslovaquie. La Slovaquie était la pauvre partie de la République. Aujourd'hui, depuis qu'ils ne dépensent plus des Tchèques, économiquement, ils se sont développés. Et je suis persuadé que la même chose se passerait pour la Wallonie. Le jour où la Wallonie pourrait prendre ses décisions par elle-même, eh bien, elle serait certainement beaucoup plus riche économiquement qu'elle l'était. Et Bruxelles... Mais qu'est-ce qu'on fait de Bruxelles, oui? Eh bien, Bruxelles ne serait pas la première entité ou ville-État qui existe dans le monde. Enclavé en Flandre, alors? Même enclavé. Monaco est enclavé en France. Oui, Andorre est enclavé. C'est pas le même problème. Hein. C'est pas le même problème, mais ça n'a rien de rédhibitoire. Aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on a besoin d'avoir un couloir pour faire passer des ravitaillements. Même si, il faut quand même le noter, si vous regardez sur une carte, il y a 14 accès importants entre Bruxelles et le Brabant flamand. Il n'y en a que 4 pour la Wallonie. Les autoroutes, quand elles approchent de Bruxelles, de Wallonie, pour ravitailler quelque part en navetteur Bruxelles, elles rétrécissent dès qu'elles passent en Flandre. La Flandre fait tout pour étouffer vraiment Bruxelles, pour isoler Bruxelles par rapport à son bassin wallon. Eh bien, on n'est pas obligé de se soumettre à ça, et je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, je ne vote pas pour les partis traditionnels qu'ils sont pour ce sauvetage à tout prix de la Belgique, surtout si c'est au prix de l'humiliation des francophones. Un tout dernier mot très court, Marc. Oui, mais je voudrais vous poser la question pour Bruxelles. Mais Bruxelles fera d'abord ce que souhaitent les Bruxellois. Encore faudra-t-il vraiment les informer de leur intérêt et prendre leur avis. J'espère que informer leur avis sera judicieux. Eh bien, je vous remercie pour votre participation à cette émission. Merci Marc Huilmet, merci Pascal de Sutter. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.